L'élévateur réservé aux dirigeants de la Manhattan Business Tower, qui s'arrêtait invariablement au 25e niveau à 3 heures du matin, changea le cours de l'existence de James Washington durant cette nuit mémorable. Derrière la vitre sombre de la pièce de réunion, il observa une femme tomber sur une table en bois d'acajou, d'une valeur supérieure à sa paie annuelle. Victoria Sterling, la directrice générale de Sterling Industries et une figure influente des États-Unis, était allongée dans une posture de souffrance, son membre supérieur gauche inerte, tandis que des sons indistincts sortaient de sa bouche. James identifia sans délai les symptômes. Il s'agissait d'un accident cérébrovasculaire en cours. Âgé de 52 ans, James avait acquis ses compétences médicales par l'expérience difficile. Son épouse Dorothy, une infirmière spécialisée en neurologie au Chicago General pendant 2 décennies, avait trouvé la mort dans un accident 5 années auparavant. Au cours de leur union, elle avait métamorphosé chaque discussion de repas en une séance d'enseignement médical spontané, soulignant l'importance que le savoir pouvait sauver des existences, indépendamment de la position sociale ou de l'origine ethnique. Durant 15 années, James était resté imperceptible dans cet immeuble, le gardien nocturne s'occupant du nettoyage des espaces de travail après le départ des dirigeants. Victoria Sterling était la personnalité dont le visage figurait sur les unes des publications, gérant des milliards par un simple message électronique. Leur réalité évoluait dans des sphères distinctes ne se rencontrant jamais, hormis lors de ces rares interactions dans les corridors où elle le considérait comme un élément du décor. Cependant, la voix de Dorothy persistait dans son esprit. Les situations d'urgence neurologique ne tiennent compte ni de l'opulence ni de l'appartenance ethnique, Jamie. Elles n'honorent que l'intervention prompte. James ouvrit la porte du lieu de réunion. « Madame Sterling, vous subissez un AVC. Ne tentez pas de vous exprimer, prêtez-moi attention. » Son ton émanait la sérénité et l'assurance d'un individu ayant observé Dorothy orienter des familles à travers de multiples urgences médicales. Victoria tenta de s'objecter, mais ses paroles prirent la forme de borborigmes. La frayeur apparut dans son regard alors qu'elle prenait conscience de la gravité de la situation. James était déjà en train de composer le numéro d'urgence tout en la plaçant dans une position destinée à prévenir d'autres lésions cérébrales. Ambulance à la tour Manhattan, au 25e niveau. Patient féminin, d'une 40aine d'années, manifestant les signes typiques d'un accident vasculaire cérébral. Atteinte faciale, faiblesse du flanc gauche, difficulté d'expression. L'apparition des symptômes remonte à approximativement 5 minutes. L'opérateur des services d'urgence marqua un silence, étonné par l'exactitude diagnostique d'une personne se présentant comme un gardien d'immeuble. James continua de communiquer des données médicales approfondies avec l'assurance d'un spécialiste du domaine. À l'arrivée des techniciens ambulanciers, ils trouvèrent Victoria convenablement assistée, James leur transmettant un exposé exhaustif des symptômes. Un secouriste chuchota à son partenaire. « Cet homme possède une expertise en neurologie supérieure à celle de la moitié des infirmières avec lesquelles je collabore. » Au centre hospitalier, tandis que Victoria bénéficiait d'une thérapie vitale, James retourna à ses tâches habituelles comme si aucun événement inhabituel n'avait eu lieu. Après tout, il n'était qu'un concierge de nuit, l'individu discret qui assurait le bon fonctionnement de l'édifice pendant que les élites se reposaient dans leurs résidences luxueuses. Ce que James n'avait pas anticipé, c'est que cette soirée allait métamorphoser entièrement son parcours d'une manière que même Dorothy n'aurait pu imaginer. Et les révélations de Victoria Sterling concernant les idées préconçues, la science médicale et la dignité humaine allaient ébranler toutes ses convictions relatives à la valeur intrinsèque et à l'aptitude. La matinée suivante réserva une mauvaise surprise à James, l'attendant dans son vestiaire. Un avertissement de blâme officiel était affiché de manière bien visible. Emploi non conforme de l'ascenseur des dirigeants durant les heures de service. Accès interdit aux locaux de la société en dehors des heures ouvrables. La signature était celle de Wilson Carter, le chef de la sécurité, un homme qui évaluait son importance par sa capacité à provoquer le malheur d'autrui. James replia le document avec méthode. 15 années de service exemplaire, sans la moindre réclamation, et il était à présent sanctionné pour avoir secouru l'existence de la présidente directrice générale. L'aspect paradoxal de la situation ne lui échappa pas. Dans l'univers des affaires, même les gestes de bravoure pouvaient être considérés comme des délits lorsqu'ils étaient commis par la personne jugée inadéquate. Ce qui dérangeait James n'était pas l'avertissement lui-même, mais le timing. Comment Carter avait-il eu connaissance des faits de la nuit précédente avec une telle célérité? L'établissement hospitalier respectait une discrétion rigoureuse, et les intervenants d'urgence n'avaient aucune motivation à transmettre des informations détaillées à la compagnie.
Quelqu'un observait avec une grande attention les agissements de Victoria Sterling. Durant ses constats matinaux, James perçut une agitation insolite au 25e niveau. Le docteur Patterson, le praticien attitré de Victoria, se présenta avec 2 heures de retard par rapport à son horaire habituel, affichant une mine mêlant agacement et réelle angoisse. À travers les battants vitrés, James assista à une vive discussion entre le médecin et Wilson Carter. L'entendement de Dorothy ressurgit tel un choc physique. Jamie, lorsque des manifestations neurologiques surgissent abruptement chez des dirigeants très sollicités, la première interrogation ne devrait pas être pourquoi maintenant, mais plutôt qui tire avantage si cette personne devient incompétente. James avait présumé que l'AVC de Victoria était dû à l'épuisement professionnel et aux contraintes du milieu corporatif. Toutefois, le dialogue tendu entre Carter et le docteur Patterson sema des incertitudes que Dorothy aurait identifiées sur le champ. Les praticiens compétents ne s'affolaient pas quand des malades survivaient à des situations médicales critiques. Ils saluaient leur guérison. Cet après-midi-là, James fut appelé de manière imprévue. Victoria Sterling désirait le rencontrer dans son espace de travail. Lorsqu'il parvint au 25e niveau, il découvrit la présidente directrice générale visiblement remise, mais avec une expression de curiosité absente la nuit précédente. « James, c'est bien votre nom. » Victoria désigna la chaise située face à son bureau. « Je souhaite vous exprimer ma gratitude en personne pour votre intervention d'hier soir. Le docteur a affirmé que votre promptitude m'avait permis de rester en vie. Je n'ai fait que ce qu'un individu honorable aurait fait, Madame Sterling. » Victoria examina son visage avec une attention grandissante. Les paramédicaux ont été impressionnés par votre expertise médicale. Où avez-vous acquis vos connaissances sur les manifestations neurologiques? James fut indécis. Évoquer Dorothy générait invariablement de la peine, mais une composante de l'attitude de Victoria indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une simple courtoisie. Mon épouse était une soignante spécialisée en neurologie. 20 années au Chicago General. Elle m'a enseigné à identifier les indicateurs d'urgence. Il fit une pause. Elle a péri dans un accident il y a 5 ans. L'expression de Victoria se fit véritablement compatissante. Je déplore votre chagrin. Elle sembla choisir ses paroles avec prudence. James, puis-je vous poser une question peu conventionnelle? D'après votre appréciation médicale non officielle, mes symptômes d'hier vous ont-ils paru d'origine naturelle? La requête stupéfia James. Victoria Sterling, une des figures féminines les plus influentes des États-Unis, sollicitait l'avis médical d'un gardien concernant sa condition. Plus curieux encore, elle l'exprimait comme si elle soupçonnait un dysfonctionnement. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Sterling, il s'agit d'un sujet que vous devriez aborder avec votre praticien attitré. Je l'ai déjà fait. Sa réplique fut trop prompte, empreinte d'une irritation à peine voilée. Le docteur Patterson affirme qu'il s'agissait de stress professionnel. Il m'a prescrit des calmants et suggéré des congés. James perçut une impression bien connue. Dorothy soulignait constamment que les praticiens qualifiés se devaient d'investiguer les raisons des AVC chez les malades jeunes comme si des existences en dépendaient, car c'était la vérité. Administrer des tranquillisants à un individu ayant juste expérimenté un trouble neurologique était non seulement déplacé, mais potentiellement illégal. Madame Sterling, dit James avec circonspection, avez-vous éprouvé des manifestations semblables avant hier? Victoria s'immobilisa. Comment avez-vous su formuler cette interrogation? Un accident vasculaire cérébral chez une personne de votre tranche d'âge est peu commun sans signe précurseur. Habituellement, des symptômes avant-coureurs sont ignorés ou mal compris. Le mutisme persista entre eux pendant que Victoria digérait les répercussions. Finalement, elle acquiesça lentement. Céphalée continue. Sensation de vertige épisodique. Période de désorientation mentale que le docteur Patterson a imputée à la charge de travail. James garda un visage impassible, mais en son fort intérieur, Dorothy sonnait l'alarme. N'importe quel neurologue expérimenté aurait prescrit des examens approfondis au vu de ces signes. L'omission du docteur Patterson révélait soit une inaptitude médicale manifeste, soit une intention délibérément malveillante. Lorsque James sortit du bureau de Victoria un quart d'heure plus tard, Wilson Carter l'attendait dans le couloir, s'étant placé de manière ostensible pour observer leur échange. Son rictus cachait une menace à peine masquée, signifiant « Nous sommes conscients de votre ingérence dans des affaires qui ne vous concernent pas ».
Cette nuit-là, tandis que James s'occupait du nettoyage des bureaux déserts, l'enseignement de Dorothy résonna dans son esprit. Jamie, il n'existe pas de hasard en médecine. Lorsque des configurations étranges se manifestent, quelqu'un les a toujours intentionnellement produites. Et si Victoria Sterling n'avait pas seulement subi un AVC provoqué par le surmenage? Et si quelqu'un altérait délibérément sa condition physique? James médita sur l'avertissement dans son casier, la vive altercation entre Carter et le docteur Patterson, la manière dont les deux individus semblaient posséder trop d'informations sur des événements qui auraient dû demeurer secrets. Durant 15 années, James était demeuré inaperçu, le gardien que personne ne remarquait. Mais l'état d'invisibilité, commençait-il à saisir, pouvait constituer l'outil le plus formidable contre ceux qui se considéraient invulnérables, surtout quand ces derniers sous-estimaient totalement ce qu'un individu ordinaire était apte à percevoir, à assimiler, et si besoin, à révéler. James consacra les 14 jours suivants à affiner une compétence que 15 années de labeur nocturne lui avaient impeccablement transmise, demeurer totalement imperceptible tout en scrutant chaque détail. Ce qu'il découvrit corrobora ses plus sombres appréhensions concernant la condition de Victoria Sterling. Le docteur Patterson se rendait au bureau de Wilson Carter 3 fois par semaine, transportant constamment une serviette médicale brune qui ne quittait jamais l'espace de travail. Au cours de l'une de ses venues, James plaça astucieusement son chariot de ménage près de la porte entr'ouverte et perçut des bribes de dialogue qui le firent frissonner. Les analyses persistent à révéler une dégradation cardiovasculaire graduelle, murmura le docteur Patterson. Mais je maintiens les comptes rendus officiels dans les valeurs usuelles, comme convenu. Excellent, répliqua Carter. Quelle durée estimez-vous? Avec les substances que j'administre sous l'apparence de compléments vitaminiques, j'estime 6 mois avant le prochain incident sérieux. Celui-ci sera vraisemblablement fatal. James dut prendre appui sur son chariot pour éviter de vaciller. Il ne se bornait pas à ignorer l'état de Victoria, il l'intoxiquait sciemment. Dorothy affirmait toujours que les pires méfaits médicaux étaient perpétrés par ceux qui avaient promis de sauvegarder des existences. L'élément manquant de l'énigme provint de Marcus Johnson, le spécialiste en entretien des systèmes de ventilation qui travaillait en journée. Marcus, plus jeune que James de 10 ans, était un ancien combattant d'Afghanistan ayant acquis ses connaissances en électronique au sein de l'armée et subvenant désormais aux nécessités de 3 enfants grâce à des engagements professionnels. « Mon ami, tu dois voir ceci », chuchota Marcus lors d'un transfert de poste le vendredi. « Je mettais en place de nouveaux filtres au 25e étage quand j'ai surpris Carter au téléphone. Il était question d'action de Sterling Industries, quelque chose concernant l'acquisition de volumes importants avant des modifications de direction qu'il savait proches. » James sentit les composantes s'assembler. Wilson Carter n'était pas uniquement un participant, il était le concepteur de la machination. Si Victoria décédait ou perdait ses facultés, Carter, en sa qualité de directeur principal de la sûreté et membre du conseil d'administration en cas d'urgence, prendrait provisoirement la relève des activités de l'entreprise. Grâce à des renseignements confidentiels sur les évolutions dirigeantes, il pouvait influencer le marché boursier pour des sommes colossales. « Marcus », interrogea James avec prudence, « as-tu encore des relations militaires? Des individus qui saisissent la documentation et les éléments probants ?» Marcus scruta le visage de James avec la sagacité perspicace d'un individu ayant servi dans des théâtres d'opération. « Cela dépend de tes exigences. »« Pourquoi ?» James prit une détermination qui allait tout bouleverser. Pendant les 120 minutes qui suivirent, il dévoila l'intégralité du récit, l'accident vasculaire cérébral de Victoria, le complot médical, les intentions de Carter, ses présomptions d'une intoxication progressive. Marcus écouta attentivement, formulant des interrogations pointues qui démontraient une lucidité façonnée par l'instruction militaire. « C'est une tentative d'homicide assortie d'une escroquerie financière de grande envergure, » déclara Marcus en guise de conclusion. « Mais établir la preuve de cela sera complexe. Possédez-vous des éléments tangibles? Pas encore, mais je connais l'endroit où les acquérir. » Leur stratégie était périlleuse mais raffinée dans sa simplicité. Marcus se servirait de son autorisation d'accès à l'édifice pour placer discrètement des dispositifs d'enregistrement dans les bureaux de Carter et du docteur Patterson. James, fort de sa connaissance approfondie des plannings et des habitudes, organiserait les actions durant les fins de semaine, période où la surveillance était la plus faible. « Une interrogation me préoccupe, » dit Marcus en examinant les schémas du système d'aération. « Pourquoi ne vous ont-ils pas congédié après l'avertissement? Quelqu'un qui sauve la présidente directrice générale devrait être une figure héroïque,
non une personne harcelée. James s'était posé la même interrogation. Licencier le sauveur juste après qu'il ait secouru le dirigeant susciterait des interrogations. Mieux vaut conserver le gardien à portée de vue pour pouvoir le surveiller. Ils estiment que je ne suis qu'un subalterne peu éclairé qui a eu la fortune de déceler les signes d'un AVC. La présomption de Carter et du docteur Patterson était stupéfiante. Lors de discussions que James avait partiellement entendues, ils débattaient ouvertement de lui comme du gardien fortuit qui n'était pas suffisamment cultivé pour appréhender la véritable nature des événements. Ils riaient même de la façon dont James avait rencontré une situation qui le dépassait mais était trop peu astucieux pour créer d'autres complications. Il n'aurait pas pu se méprendre davantage. La première phase de l'opération se déroula le lundi soir. Tandis que James nettoyait avec soin le 25e niveau, Marcus s'activait discrètement dans les conduits d'aération, posant des dispositifs d'écoute et des caméras miniatures dans les espaces de travail visés. L'exactitude militaire de Marcus était remarquable. En 3/4 d'heure, il mit en place un dispositif de surveillance que des enquêteurs privés auraient mis plusieurs semaines à élaborer. Prêt, signala Marcus via leur système de communication furtif. À présent, nous attendons qu'ils se compromettent par leurs propres déclarations. Leur attente fut brève. Le mercredi d'après, Carter et le docteur Patterson tinrent un rendez-vous qui fut intégralement capturé. Le discours excéda même les plus sombres appréhensions de James. Non seulement ils validèrent l'intoxication graduelle de Victoria, mais ils discutèrent également d'accroître les quantités pour précipiter l'opération. La presse raffolera de ce récit, s'esclaffa Carter. Jeune présidente directrice générale accomplie tragiquement décédée du fait du surmenage professionnel. Ceci engendrera une consternation générale à propos du bien-être psychologique en milieu corporatif. Une diversion idéale pour le changement de leadership. James écouta l'enregistrement à 3 reprises, chaque audition fortifiant sa résolution. Dorothy affirmait constamment que le savoir dépourvu d'action équivalait à de la connivence. Le moment d'intervenir était venu. Carter et le docteur Patterson ne comprirent pas que leur déclaration venait de sceller la fin de leur carrière. Le gardien considéré comme naïf qu'ils avaient minimisé était sur le point de démontrer que la réelle perspicacité ne découlait pas des diplômes ou de la position sociale, mais de la compréhension, de la volonté et de l'outil le plus redoutable qui soit, l'assurance inébranlable d'être moralement irréprochable. Tandis que James classait méticuleusement les éléments qui anéantiraient les deux individus, il afficha un sourire pour la première fois depuis des semaines. Dorothy aurait ressenti de la fierté. Il n'avait pas seulement préservé une existence, mais était sur le point de révéler une machination qui allait stupéfier le milieu des affaires. La science médicale qu'elle lui avait transmise servait non seulement à soigner, mais à établir la justice d'une manière qu'aucune instance judiciaire ne pourrait négliger. Le mercredi suivant demeurerait gravé dans les annales comme le jour où l'orgueil rencontra son ultime verdict. James arriva à son poste avec quelque chose que Carter et le docteur Patterson ne devineraient jamais. 3 périphériques de stockage USB renfermant 92 heures d'enregistrement, 15 dossiers médicaux altérés et des informations financières qu'un ex-comptable militaire avait systématiquement assemblés. Marcus avait accompli davantage que la simple mise en place de dispositifs d'observation. Ses connexions au sein de l'armée comprenaient des spécialistes en délinquance financière qui avaient examiné les stratégies d'acquisition d'actions de Carter avec la rigueur d'un service de renseignement militaire. Les conséquences furent accablantes. 341 opérations financières douteuses, tout en parfaite corrélation temporelle avec les épisodes de santé de Victoria. Mais James avait une stratégie qui transcendait la simple soumission de preuves aux organes officiels. Carter et le docteur Patterson devaient saisir qu'ils avaient gravement mésestimé la mauvaise personne de la façon la plus avilissante qui soit. Le premier stade débuta durant la session mensuelle du comité directeur de Sterling Industries. Victoria, encore en période de rétablissement et consommant les vitamines prescrites par le docteur Patterson, dirigeait 15 administrateurs examinant les bilans trimestriels. Carter occupait sa place habituelle à sa droite, émanant l'assurance d'un individu persuadé de maîtriser le déroulement futur. James pénétra avec son engin de nettoyage, comme il l'avait exécuté des centaines de fois précédemment. Mais cette fois, tout en vidant secrètement les réceptacles à déchets, il déposa une enveloppe fermée dans l'empilement de papier de Victoria. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit une phrase unique dactylographiée. « Les compléments que vous ingérez ne sont pas des vitamines. Vérifiez le flacon. Quelqu'un qui se préoccupe. » La physionomie de Victoria se modifia imperceptiblement, mais Carter était trop absorbé par la présentation des projections financières pour le percevoir.
James observa depuis l'autre extrémité de la pièce comment elle scrutait discrètement le récipient de suppléments qu'elle gardait constamment. 15 années de discrétion lui avaient inculqué la lecture des mimiques avec une acuité chirurgicale. Victoria venait de comprendre que quelque chose était profondément erroné. La seconde étape se produisit 2 heures plus tard quand le docteur Patterson se présenta pour sa session consultative hebdomadaire avec Victoria. Il ne pouvait pas savoir que James avait disposé un dispositif d'écoute directionnelle à l'intérieur de la lampe de bureau, ou que Marcus capturait chaque son depuis un véhicule utilitaire stationné de l'autre côté de la voie. « Comment évoluent vos signes de tension, Victoria ?» interrogea le docteur Patterson avec une sollicitude feinte que James avait appris à détester. « Avez-vous consommé les compléments selon les instructions ?» Scrupuleusement, répliqua Victoria, mais son ton contenait une méfiance qui gêna le praticien. En réalité, docteur, j'envisage une seconde opinion médicale afin de nous garantir que nous suivons la thérapie la plus appropriée. James observa l'effroi illuminer le visage du docteur Patterson à travers la lentille microscopique que Marcus avait fixée. C'est entièrement superflu, Victoria. Vos examens révèlent une amélioration continue. Un second avis pourrait compliquer les méthodes thérapeutiques. C'est étrange, coupa Victoria, ouvrant un compartiment de bureau, car j'ai reçu ceci aujourd'hui. Elle retira l'enveloppe que James avait déposée avec son flacon de compléments. Quelqu'un insinue que ce ne sont pas des vitamines. Que penseriez-vous si je les expédiais pour une analyse en laboratoire autonome? Le docteur Patterson blêmit de manière évidente. Victoria, vous ne pouvez sérieusement considérer une note sans nom. C'est manifestement une subversion de votre plan de soins. Un collaborateur insatisfait qui tente de générer des difficultés. Donc, cela ne vous dérangerait pas que je les soumette à des tests. L'interrogation était énoncée avec la justesse d'un individu accoutumé aux pourparlers corporatifs de haut rang. Eh bien, naturellement, cela ne me poserait pas de problème, mais c'est un gaspillage de temps et de moyens. Je peux vous garantir que, Victoria leva sa paume, le réduisant au silence. Docteur Patterson, en 15 années passées à la tête d'une entreprise, j'ai appris que lorsqu'une personne m'incite à ne pas vérifier un élément, c'est précisément l'instant où je dois le faire. La troisième étape fut menée avec une rigueur militaire. Tandis que le docteur Patterson s'efforçait de persuader Victoria de ne pas analyser les compléments, Marcus remettait des duplicata intégraux des pièces à conviction au FBI, à la Security and Exchange Commission, au Conseil médical d'État et au Chicago Tribune. James avait requis que Victoria soit informée de la vérité avant que le récit ne soit divulgué au public. Elle méritait la considération de saisir parfaitement comment son existence avait été orchestrée avant que le monde entier n'en prenne connaissance. Le vendredi à 17 h, James toqua à l'entrée du bureau de Victoria, muni d'une serviette qui allait transformer toute la situation. « Puis-je pénétrer, Madame Sterling ? Il y a un élément crucial que vous devez connaître. » Victoria leva aussitôt les yeux, identifiant le gardien qui lui avait à présent sauvé la vie à 2 reprises. « Certainement, James. En fait, je souhaitais vous remercier de nouveau, et je désire également comprendre comment vous aviez connaissance des compléments. » James déposa la serviette sur son bureau avec une solennité formelle. « Madame Sterling, ce que je m'apprête à vous révéler vous choquera, mais il est impératif que vous le sachiez avant que les médias ne diffusent cette affaire demain matin. » Pendant les 45 minutes suivantes, James exposa de manière systématique chaque élément probant. Des enregistrements de Carter et du docteur Patterson débattant d'une intoxication graduelle, des dossiers médicaux altérés, des opérations financières attestant que Carter avait influencé les bourses en fonction de la dégradation anticipée de sa santé. Victoria écouta dans un mutisme grandissant, son visage passant de la stupeur à l'effroi, pour enfin s'arrêter sur une indignation glaciale que James identifia comme la colère maîtrisée d'un individu accoutumé à la détention du pouvoir. « Il me considérait comme un simple gardien peu instruit, » déclara James après avoir achevé son exposé. Quelqu'un qui avait eu de la chance en reconnaissant les signes d'un AVC, mais qui n'était pas suffisamment cultivé pour appréhender la réalité des faits. « Et vous avez tout discerné, » chuchota Victoria, examinant les éléments avec la concentration qu'elle aurait accordée à une fusion d'1 milliard de dollars. « James, vous m'avez sauvé l'existence à 3 reprises. 2 fois d'urgence médicale, 1 fois d'un complot. » Ce qui advint ensuite excéda même les prévisions de James en termes de rétribution. Victoria Sterling n'était pas uniquement une présidente directrice générale florissante. Elle était une tacticienne d'entreprise qui avait érigé un empire en agissant de façon catégorique envers les individus cherchant à la duper. Le samedi matin,
Quand Carter se présenta pour une assemblée d'urgence convoquée par Victoria, il ne trouva pas seulement celle-ci l'attendant, mais aussi des agents du FBI, des délégués de la Security and Exchange Commission et un investigateur du Conseil médical d'État. « Wilson », dit Victoria avec la froideur d'une personne sur le point de renvoyer un collaborateur inefficace, « j'aimerais que vous fassiez la connaissance de personnes très intéressées par vos agissements non professionnels. » Carter essaya de garder son calme, mais James, observant via les caméras de surveillance auxquelles Marcus avait eu accès, distingua l'instant précis où la présomption se mua en terreur. « Victoria, que se produit-il ici? Si cela concerne une allégation absurde, allégation. » Victoria esquissa un sourire dépourvu d'amusement. « Wilson, ils ne sont pas ici pour des accusations. Ils sont là pour procéder à des interpellations fondées sur des éléments probants irréfutables de tentative d'homicide, d'escroquerie financière et d'altération du marché. » L'agent spécial Martinez entreprit de réciter ses droits à Carter tandis qu'il clamait son innocence avec le désespoir d'un individu qui réalisait enfin que sa ruse était achevée. Le docteur Patterson fut interpellé concomitamment à son poste de travail, les entraves lui étant imposées alors qu'il tentait d'effacer des données informatiques. La quatrième et ultime étape fut la plus gratifiante. Le lundi, le Chicago Tribune diffusa l'intégralité de l'affaire en page frontale. Le gardien héroïque révèle un complot visant à assassiner la présidente directrice générale millionnaire. Le récit de James, un ouvrier afro-américain employant les compétences médicales transmises par son épouse pour préserver l'existence d'une dirigeante caucasienne, puis dévoilant une intrigante machination corporative, captiva l'attention du pays. Cependant, le succès le plus authentique survint lorsque Victoria organisa une conférence de presse face à des dizaines d'objectifs. Non seulement elle confirma chaque élément du récit de James, mais elle proclama également sa promotion sans délai au rôle de directeur de la sûreté et de l'éthique corporative chez Sterling Industries, avec une rémunération annuelle de 200 000 $. James Washington, déclara-t-elle au journaliste, a démontré que l'aptitude, la probité et la perspicacité ne découlent pas des titres universitaires ou de la position sociale. Elles émanent du tempérament, et il possède un tempérament en abondance. Carter et le docteur Patterson observèrent la conférence de presse depuis leur lieu de détention, comprenant qu'ils avaient été défaits non seulement sur le plan juridique, mais publiquement avilis par le gardien présumé naïf qu'ils croyaient pouvoir berner éternellement. Le dénouement ironique était impeccable. Tandis que Carter encourait 25 années d'incarcération pour tentative d'homicide et tromperie financière, et que le docteur Patterson perdait son accréditation médicale et risquait 15 ans d'emprisonnement, James était glorifié à l'échelle nationale comme un champion qui démontrait que la véritable perspicacité émanait de l'âme, et non de la position hiérarchique. Dorothy aurait été comblée. Ses compétences en médecine avaient non seulement secouru des existences, mais mis en lumière une dépravation qui aurait pu anéantir d'innombrables autres individus. L'homme qu'elle avait chéri obtenait enfin la considération qu'il avait toujours méritée, prouvant que parfois la justice non seulement prévaut, mais elle le fait de façon éclatante. Une demi-année après, James Washington était installé dans son nouvel espace de travail au 26e étage de Sterling Industries, bénéficiant d'une vue imprenable sur la ville de Chicago et d'une plaque signalétique désignant directeur de la sûreté et de la probité corporative. L'individu jadis perçu comme une simple assistance invisible dirigeait désormais un groupe de 15 investigateurs spécialisés dans la découverte de la malversation en entreprise. L'ironie était exquise. Le même édifice où il avait manœuvré des chariots de nettoyage durant 15 ans l'accueillait, à présent comme un dirigeant possédant son propre mobilier en acajou et un fonds de 2 millions de $ pour instaurer des méthodes de sécurité que d'autres sociétés examinaient comme référence. Marcus Johnson, élevé au rang de coordinateur de la protection électronique, entra, muni de rapports concernant leur nouveau dispositif de surveillance. « Mon ami, je peine encore à croire que nous soyons parvenus ici, » dit-il, contemplant les gratte-ciel vitrés à travers la baie vitrée. « Te rappelles-tu quand tu nettoyais ces espaces ?»« Je me souviens de chaque recoin de cette structure, » sourit James, apposant sa signature sur les autorisations destinées au programme de subvention que Victoria avait instauré en hommage à Dorothy Washington. La distinction, c'est que désormais je peux transformer les choses de l'intérieur. Le programme Dorothy Washington proposait des subventions médicales intégrales aux apprenants aux revenus modestes, avec une attention spécifique portée à la neurologie et à la médecine d'urgence. Il avait déjà apporté son soutien à 120 jeunes en l'espace de 2 années, un grand nombre d'entre eux étant les descendants de concierges, de gardiens et de laboureurs qui n'avaient jamais envisagé que leurs enfants puissent embrasser la profession médicale. Pendant ce temps, Wilson Carter effectuait sa peine de 25 années dans un établissement pénitentiaire fédéral en Illinois, où il constata rapidement que la suffisance corporative n'impressionnait personne. Ses possessions furent saisies afin de compenser les lésés de ses manœuvres boursières,
le contraignant à dépendre de l'assistance judiciaire publique, le système même qu'il avait dédaigné lorsqu'il détenait l'autorité. Le docteur Patterson, déshonoré et irrévocablement destitué de son droit d'exercer la médecine, travaillait comme commercial en matériel médical, percevant 1/10 de son ancienne rémunération de praticien. Sa renommée était si entachée qu'aucun hôpital aux États-Unis ne l'emploierait, même pour des fonctions administratives. Le corps médical s'était coalisé pour s'assurer qu'il ne compromettrait plus jamais d'existence. Victoria Sterling métamorphosa Sterling Industries en une autorité nationale en matière d'intégrité corporative. Sous sa gouvernance renouvelée, l'entreprise instaura des procédures médicales autonomes pour tous les directeurs, des dispositifs de dénonciation confidentielle et des directives antidiscriminatoires rigoureuses. La valeur des parts avait triplé en 2 années, prouvant que la morale et le bénéfice pouvaient cohabiter. « James, » dit Victoria, entrant dans son bureau pour leur entrevue hebdomadaire, « je viens de recevoir une communication de la Maison-Blanche. Ils souhaitent que vous témoigniez devant le Congrès concernant la réforme médicale en entreprise. » James acquiesça, accoutumé à la célébrité nationale que son récit avait provoquée. Des ouvrages avaient été rédigés sur l'affaire, des films documentaires réalisés, et des facultés de médecine utilisaient son histoire pour illustrer l'importance de l'examen clinique indépendamment des qualifications. Le plus enrichissant, toutefois, était le courrier. Des centaines d'employés communs décrivaient comment l'épisode de James les avait incités à faire foi en leur propre savoir, à se dresser contre l'iniquité, à croire que l'habileté ne dépendait pas de la place dans la hiérarchie sociale. « Savez-vous ce que Dorothy dirait de tout cela ?» demanda James, fixant sa photo sur son bureau, désormais dans un encadrement argenté plutôt que le simple support qu'il avait conservé pendant des années. « Que la science médicale a préservé davantage qu'une existence, » répliqua Victoria. « Elle a sauvegardé la réalité. » James acquiesça, réfléchissant à la manière dont le savoir acquis était devenu équité sociale, puis modification structurelle. Carter et Patterson croyaient manipuler un gardien non averti, mais ils sous-évaluèrent fatalement la force d'un homme qui connaissait précisément son identité et sa valeur. L'enseignement qui émanait de ce récit était d'une limpidité cristalline. L'authentique perspicacité ne provient pas des diplômes accrochés aux parois, mais de l'assemblage de la compréhension, de la nature et de la hardiesse d'intervenir quand il le faut. James avait démontré que la maîtrise ne tenait compte ni de la pigmentation, ni du rang social, ni du statut hiérarchique. Elle ne reconnaissait que la véracité. Actuellement, lorsque de jeunes salariés font face à la ségrégation ou à l'iniquité, plusieurs s'interrogent, que ferait James Washington? La réplique demeure invariable, observer, s'instruire, consigner et agir avec l'exactitude chirurgicale d'un individu qui saisit que la meilleure rétribution est un triomphe que leurs oppresseurs n'auraient jamais pu concevoir. Ce récit de la façon dont le savoir et la persévérance peuvent abolir les idées reçues démontre que la justice, lorsqu'elle est appliquée avec justesse, ne se contente pas de l'emporter, elle métamorphose l'environnement qui nous entoure.